C'est difficile aujourd'hui de dire que ça me soigne parce que j'ai pas l'étude scientifique qui va me permettre d'appuyer sur le fait que ça soigne réellement ma pathologie. Maintenant, moi je reste persuadé que ça soigne également ma pathologie. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on reçoit un invité un peu spécial. Vous allez voir qu'il va être masqué parce qu'il va nous parler de quelque chose qui est illégal, à savoir la consommation de cannabis. C'est quelqu'un qui est malade depuis qu'il est tout petit et il s'est rendu compte que les traitements marchaient pas très bien, donc il s'est dit bon je vais essayer autre chose et il s'est rendu compte que ça fonctionnait. Alors il faut savoir que ça c'est légal dans plein de pays, pas en France, et donc c'est pour ça qu'on va devoir le masquer. Aussi au travers de son parcours, on va voir qu'il est devenu quelqu'un de meilleur et quelqu'un de positif malgré les expériences qui ont été très dures. Il a failli mourir quand il était petit et malgré tout aujourd'hui c'est quelqu'un qui a plein de projets, qui vit sa vie comme il l'entend, comme il le souhaite et il se laisse pas abattre par la maladie et c'est ça qui est beau. Allez c'est parti pour ce nouvel épisode du Shabby Show, let's do it! Alors, première question, quelle est ta maladie? Alors moi j'ai une maladie de Crohn, Ok. c'est-à-dire ça fait partie d'une famille de maladies qui s'appelle les MICI, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et est-ce qu'on peut en guérir? Alors on peut vivre avec, mais on ne peut pas en guérir définitivement. On passe par des phases de rémission si tu veux, mais on n'a pas de phase de guérison, terminaison de la maladie, on ne s'en débarrasse pas. Ben, la question qui en découle aussi, est-ce qu'on peut en mourir? Alors oui, on peut en mourir, alors pas directement, c'est pas la maladie qui va te tuer, mais c'est les conséquences de la maladie qui peuvent amener à une dénutrition totale par exemple, qui pourrait amener à un décès par la suite. D'accord, donc ça veut dire que c'est ton immunité qui est touchée par cette maladie en fait. C'est ça, en fait c'est C'est-à-dire un que tu- dérèglement immunitaire, c'est-à-dire Ok, que ok. ton immunité, pour la faire très simple, ton immunité si tu veux se retourne contre toi. Et du coup, maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet, à savoir pourquoi est-ce que tu risques la prison? Qu'est-ce que tu dois faire d'illégal, justement, pour... En fait moi dans ma vie si tu veux j'ai fait un choix de traitement. J'avais des gros traitements très très lourds au quotidien, j'avais subi des opérations chirurgicales qui étaient très lourdes, donc il a fallu à un moment que je me pose une question de me dire est-ce que les traitements vont continuer à fonctionner sur le long terme, est-ce que ça va m'aider réellement, est-ce que ça va pas être une complication toute ma vie, donc je me suis intéressé à d'autres possibilités de traitement. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait le cannabis médical, notamment dans d'autres pays que la France, précisément en Israël, parce que ça fait plus de 15 ans qu'ils utilisent le cannabis médical dans le cadre de ma pathologie. Et donc, quand j'ai remarqué qu'il y avait d'autres types de traitements à l'étranger, je me suis forcément intéressé. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait utiliser ce type de traitement. Mais du coup, malheureusement, je me suis aussi confronté à la législation française qui, elle, m'interdisait totalement de pouvoir utiliser ce type de traitement, voire même de m'y intéresser. Qu'est-ce que tu risques pénalement? Ah, c'est simple. Pour la culture de cannabis, je risque 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Alors, petite rectification, l'intervenant m'a contacté et apparemment, la peine de prison serait de 20 ans et de 7 500 000 € d'amende pour la production. 1 an et 3 700 €, c'est pour la simple consommation. D'accord, donc si tu le cultives toi-même. C'est ça. Et pour la consommation? Pour la consommation, si je dis pas de bêtises, c'est quasiment la même chose. On risque quasiment la même peine de prison et la même amende. Sauf que bon, dans le cas de la simple consommation, il est très rare qu'on aille en prison. Généralement, c'est un rappel à la loi, voire une amende. Souvent, très souvent, c'est une amende. Mais c'est D'accord. principalement ça. Alors après, je sais pas du tout dans quelle quantité, dans quel rythme tu fais ça, tu les plantes. Mais est-ce que t'as pas un risque aussi que les flics arrivent chez toi et qu'ils voient ce que tu fais et qu'ils prennent ça pour de la revente? Bien sûr. Bien sûr, Voilà. il pourrait. Alors, il faudrait qu'il le prouve. Ok. Il faut qu'il prouve que derrière, il y a un trafic. Moi, je fais aucun trafic. D'ailleurs, je le précise bien, je ne fais aucun trafic de stupéfiants. Et non, bon, on sait jamais. Mais il faudrait qu'il prouve qu'il y a un trafic derrière ça. Et puis, bon, il va falloir qu'il s'affronte aussi au consortium de médecins qui est derrière moi, le dossier médical long comme mon bras que je vais apporter sur la table. Et puis les avocats aujourd'hui qui me défendent également dans ce cadre-là. On est quand même bien entouré. Ok, t'es quand même bien préparé à tout ça, quoi. On est obligé Ouais, pour d'accord. avancer, quoi. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour tout simplement pour t'en procurer, pour te soigner quelles sont tes solutions? Bah alors j'ai deux solutions, étant donné qu'on est dans un état qui est quand même très prohibitif en France. La première chose, ça serait de pouvoir le cultiver. Ça serait la meilleure des choses pour pouvoir contrôler à quoi j'aurais accès et comment fabriquer mon médicament de la manière la plus propre et la plus saine possible. Mais malheureusement, comme c'est totalement interdit et que je risque la prison, comme est le titre, à chaque fois que je cultive une plante,
Dans ce cas-là, la meilleure méthode, ça reste d'importer depuis l'étranger mon traitement depuis d'autres pays qui, eux, autorisent le cannabis médical dans le cadre de ma pathologie, notamment les États-Unis, le Canada ou Israël ou d'autres endroits. Ok, alors une petite aparté, juste je voulais savoir, pour que ce soit bien clair, comment tu te l'ingères? Tu fumes des joints comme les gens? Non, pas du tout. J'ai commencé par là, parce que, comme je disais, j'ai eu un moment où j'ai dû me poser des questions et savoir vers quoi je veux m'orienter comme traitement. Quand j'ai découvert le cannabis médical, la seule option qui s'offrait à moi dans l'immédiat en France, c'était des fleurs de cannabis qui sont vendues par n'importe qui, que ce soit en bas de chez toi ou au quartier du coin. Et c'est ce qui m'a donné en fait le premier aspect du cannabis, parce que j'avais que cet aspect-là. Donc j'ai commencé en fumant des joints. Mais j'ai tout de suite compris que le fait de fumer n'était pas forcément quelque chose de sain pour ma santé. Comme on sait déjà de fumer des cigarettes, voilà. Je me suis ensuite penché sur d'autres méthodes pour pouvoir assimiler le cannabis. Et c'est là que j'ai découvert la vaporisation. Notamment, j'ai découvert aussi l'ingestion. Et j'ai utilisé ces deux méthodes-là pour pouvoir pallier au fait de fumer des joints. Donc j'ai vaporisé du cannabis et j'ai ingéré du cannabis. Ok, d'accord, donc sous forme de gélule. Que ça soit sous forme de gélule, sous forme d'huile, sous forme de gâteau. Pour la vaporisation, c'est également des fleurs ou des extraits de cannabis qui se permettent de se vaporiser à travers un matériel adéquat, un vaporisateur. On en trouve dans toutes les gammes. Ouais. Et c'est ça qui me permet de vaporiser ma plante. Si tu veux, ça m'empêche d'accéder à la combustion. C'est l'étape avant la combustion. Je passe par des températures contrôlées qui me permettent en fait de bénéficier uniquement des principes actifs dans une vapeur chaude et non de brûler mes principes actifs pour les assimiler. C'est la différence. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que tu disais que en fait, la combustion, c'est ça qui est mauvais en fait. Ouais, quand tu fumes, en fait, le problème c'est la fumée. Complètement. C'est pas forcément la cannabis, c'est la fumée en soi. Je vous donne une anecdote au passage que pas beaucoup de gens savent, mais on ne peut pas mourir du cannabis. C'est impossible de faire une overdose du cannabis. Par contre, il est calculé scientifiquement que si on fume des centaines de kilos de cannabis en l'espace de quelques minutes, on décède. Or, on ne décède pas du cannabis. On décède d'avoir fumé du cannabis. On décède d'une intoxication à la fumée de cannabis. Parce que c'est ça qui est réellement néfaste dans le fait de fumer, en fait. C'est la fumée. Ok, je pense que c'était important qu'on en parle parce que t'es pas juste un fumeur de joints. Voilà, t'es pas là pour dire on fume des joints. Non, c'est quelque chose de contrôlé. C'est pour ton traitement que tu as étudié et que tu fais de manière totalement réfléchie, en fait. C'est pas juste tu te roules un gros joint et voilà. C'est ça. Après, je tiens à dire quand même que nous, on n'est pas des spécialistes. Bon, lui, il s'y connaît un peu plus que nous, mais nous, on n'est pas non plus des spécialistes. Donc, on peut pas dire que tout ce que nous dit notre invité est sûr à 100%. On va pas le vérifier, même si lui, je pense qu'il en est convaincu. Nous, on n'en est pas... Enfin, on écoute ce qu'il a à nous dire, mais on va pas valider et dire, voilà, il faut que vous fassiez ça. C'est juste un avis en plus. Et voilà. Peur. Non. Il a peur. Voilà, après si vous avez envie de fumer. En fait, bon, moi je peux te le dire, en tout cas, je peux baquer tout ce que je dis avec des études scientifiques aujourd'hui. Mais moi j'aimerais savoir combien de fois tu le fais par jour. Alors en fait, ça va dépendre de mes besoins. Mais juste une autre question qui en découle, juste ça te soigne ou ça te soulage? Alors ça va agir sur les deux points. Aujourd'hui, c'est difficile, c'est une très bonne question. C'est difficile aujourd'hui de dire que ça me soigne parce que je n'ai pas l'étude scientifique qui va me permettre d'appuyer sur le fait que ça soigne réellement ma pathologie. Par contre, j'ai des études scientifiques qui admettent que ça soulage. Des vraies études scientifiques qui disent que ça soulage réellement ma pathologie. Maintenant, moi, je reste persuadé que ça soigne également ma pathologie. Et ça, c'est parce que j'en ai une compréhension de ma pathologie, du corps humain et de l'utilisation des cannabinoïdes pour pouvoir dire que ça soigne réellement ma pathologie. Mais il faudrait plus d'études scientifiques pour l'avérer scientifiquement, encore une fois. Okay. Et du coup, tu es à combien de fois par jour? Alors, justement, comme je disais, ça dépend de mes besoins. Il y a deux types de traitements dans le cadre des pathologies MIS-C. On a ce qu'on appelle le traitement de fond et le traitement d'attaque. Le traitement de fond, c'est pour maintenir la pathologie en rémission, le plus calme possible, avant la tempête. Donc ça, pour utiliser en traitement de fond, j'utilise du cannabis, on va dire une fois par semaine, pour traiter mon traitement de fond, pour ne pas retomber en crise de ma pathologie. Et par contre, au quotidien, je vais en utiliser pour traiter des problèmes symptomatiques, soulager ma pathologie, des douleurs, ou par exemple générer de l'appétit, quand j'ai beaucoup moins d'appétit, ce genre de choses. Donc ça peut arriver une fois, deux fois, trois fois dans la journée, en fonction des besoins réels au quotidien, quoi. Ouais, je pense que tu t'écoutes un peu. Il faut, voilà, c'est ça. Il faut écouter son corps, il faut être à l'écoute, il faut ne pas céder non plus à des besoins inutiles, et il faut savoir à quel moment tu en as réellement besoin, comment tu peux le mieux l'assimiler pour pouvoir en tirer le plus de bénéfices, tout simplement. Et est-ce que le fait de le vaporiser et pas de le fumer, tu as quand même des effets psychotropes? Alors oui, bien sûr. À partir du moment où tu utilises la molécule de THC,
la tétrahydrocannabinol, c'est la molécule qui va provoquer des effets psychotropes. Alors, ils sont contrôlés dans mon cas, étant donné que quand on utilise, si tu veux, des médicaments autres, que ce soit des antidouleurs, des analgésiques, tu as aussi des aspects psychotropes. Si demain tu utilises de la codéine, qui est peut-être plus commune à tout le monde en France, tu vas avoir des gros aspects psychotropes. Et c'est ce qui m'est proposé en alternative au cannabis médical aujourd'hui. Donc, si j'en prends l'un ou que je prends l'autre, en fait, bien sûr. la question, c'est quel est le plus intéressant des deux. Dans médecine, on utilise un principe simple qui s'appelle le bénéfice-risque. Aujourd'hui, tout le monde en entend parler avec le vaccin et la période de la Covid. Mais le bénéfice-risque, c'est la première décision qu'on doit prendre dans le cadre d'un traitement pour une personne malade. On doit peser le bénéfice que ça lui apporte et le risque que ça lui apporte de prendre ce type de traitement. Et aujourd'hui, moi, j'ai pesé le bénéfice-risque sur le cannabis médical par rapport à tous les autres traitements qui me sont proposés. Et il est beaucoup plus intéressant dans le cadre du cannabis que dans le cadre de tous les autres traitements. D'accord. Ok. On est dans un petit épisode politique, moi ça me plaît beaucoup, mais j'aimerais qu'on reparte un peu plus du coup sur ta propre personne, parce que c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est de savoir qu'est-ce que les épreuves peuvent nous apporter. Et du coup j'aimerais quand même qu'on fasse un petit flashback sur le début de ta vie et nous expliquer un peu, si ça te va, hein, pas de problème, nous expliquer un peu comment tu as vécu ta maladie, les épreuves que tu as pu vivre dans ta maladie. Si tu veux que je te raconte un petit peu ma vie, alors moi la pathologie elle a commencé très très jeune. Et c'est aussi important à comprendre parce que c'est aussi pour ça que j'en suis venu très vite à devoir m'orienter vers d'autres types de traitements. On va dire que quand tu es bébé et que tu es touché par cette pathologie, ça t'impacte beaucoup plus, très difficilement. Et quand tu nais avec, c'est un peu le flou total déjà pour mes parents, de comprendre qu'est-ce que c'est. Les médecins, dans un premier temps, il faut revenir en arrière. Hein. Moi, j'ai eu cette pathologie il y a longtemps, donc c'était très peu connu, encore plus rare sur un enfant, encore plus rare sur un bébé. Donc pour eux, c'était une gastroentérite à répétition. Ils ne savaient pas comment le prendre vraiment, puis jusqu'au jour où là c'est devenu vraiment un gros calvaire où je ne sortais littéralement plus des toilettes, j'étais en train de me vider littéralement jour après jour et ma mère me voyait disparaître à petit feu, tu vois, sans la possibilité de m'alimenter ni quoi que ce soit. Donc là les médecins ont pris les choses au sérieux, j'ai été hospitalisé et ça c'était à l'âge de 5 ans. Et j'ai été hospitalisé à ce moment-là et je suis resté à peu près 3 années par intermittence. Je suis ressorti, rentré en hospitalisation continue quasiment pour pouvoir stagner la maladie, l'identifier, la mettre au calme, essayer des divers traitements, voir comment on pouvait y répondre. Et c'est vrai que ça a été des périodes très compliquées dans mon enfance. Mais du coup, le traitement qu'on t'a donné à l'hôpital, ça t'a pas du tout aidé? Alors, ou un peu quand même? Ça m'a aidé, mais pendant un moment. En fait, le problème des traitements qu'on propose actuellement, si tu veux, c'est qu'ils peuvent fonctionner, ou pas du tout. Hein. Il y a des traitements qui ne fonctionnent pas du tout chez certaines personnes et qui fonctionnent très bien chez d'autres. Mais malheureusement, on peut s'habituer aussi au traitement. Et au bout d'un moment, le corps ne réagit plus à ce traitement. Donc, tu n'es plus soulagé par ce traitement et la crise repart de plus belle, voire encore plus forte, ce qui m'est déjà arrivé dans certains cas de traitement, qui ont accentué mes crises jusqu'à provoquer un risque de décès imminent. Quoi. Donc, ok. Donc j'ai pris plein de traitements à cet âge-là, mais tous n'ont pas fonctionné super bien. Et puis tous ont plus ou moins fini par être habitués par mon corps et ne plus fonctionner du tout. Ok. Donc là, on reprend à peu près à la primaire. Ouais. Donc tu dis que tu étais encore vraiment dans le dur, hôpital, ça, et après? C'est ça. En fait, jusqu'à l'âge à peu près de 10-12 ans, j'ai vécu hospitalisation sur hospitalisation, complication sur complication de traitement. On n'arrivait pas à calmer ma pathologie, c'était des hauts et des bas en permanence. Des fois, on arrivait à avoir un traitement, puis il suffisait qu'un mois plus tard, c'était rebelote et on retournait à l'hôpital. Donc à ce moment-là, on a décidé, en fait, les médecins ont décidé, parce que moi j'étais tout petit, les médecins ont décidé d'arrêter mon alimentation, en fait, tout simplement, d'arrêter l'alimentation par voie orale pour mettre en fait l'intestin au repos. Et essayer de le traiter le mieux possible pendant une partie la plus longue possible, le plus long repos possible sur mon tube digestif. Donc par là, en fait, si tu veux, on est passé par une nutrition nasale, nasogastrique. Ah ouais. On te met un tuyau en fait au niveau du nez et qui tombe dans l'estomac et des poches avec des compléments dedans qui te permettent de te nourrir. Mais ce qui fait qu'en fait tu es nourri que par un aspect annexe, si tu veux. Tu n'as pas la nourriture classique qui vient agresser ton tube digestif normalement. Et c'est pour ça qu'on essaye ce type d'option là pour reposer un peu le tube digestif. Mais bon, ça n'a pas forcément très fonctionné sur moi. Hein. À côté de ça, on mettait des traitements qui n'avaient pas de réponse au niveau de mes inflammations, au niveau de mon immunité. Donc
ça a été plus un traumatisme pour moi dans l'enfance d'avoir un arrêt de l'alimentation qu'une aide réelle à ce moment-là. Même le retrouver le plaisir de manger, tu vois, c'est con, mais moi je me rends compte, bon, je vais te faire rire en te parlant de ça, mais quand j'ai eu le Covid, j'ai perdu le goût et l'odorat pendant, je sais pas, 4-5 jours. Et mec, j'étais au bout de ma vie. Hein. Non, mais dépression, même, mec. Ça reste quand même un plaisir d'aller à table, de manger en famille, surtout à cet âge-là. De découvrir plein de choses, des plats, même ne serait-ce qu'un McDo entre collègues. En plus, tu pouvais pas manger ce que tu voulais, forcément. Non, clairement, c'est un régime alimentaire hyper strict. À partir du moment où on m'a réintroduit l'alimentation plus tard, même quand j'avais 10-12 ans, j'avais un régime alimentaire hyper strict, je mangeais des choses vraiment très basiques, c'est pâtes, riz, viande basique, poulet, mais genre tout sans sel, sans truc. C'est très restrictif et très compliqué au quotidien. Et en plus de ça, ça m'a clairement provoqué des traumatismes, même liés à la nourriture par la suite, hein, clairement. Du coup, comment est-ce que tu as fait? Parce que je pense qu'on l'entend, tu es quand même quelqu'un d'éduqué, tu sais bien t'exprimer, tu as des connaissances, etc. Comment est-ce que tu as fait? Parce que tu n'as pas vraiment eu de scolarité. Comment tu as fait pour justement t'éduquer? En fait, si tu veux, toute la période où j'étais hospitalisé, j'ai jamais cessé de lire. C'est-à-dire que ma mère, j'ai la chance d'avoir une maman exceptionnelle, mais ma mère m'a jamais lâché pendant toute la période où j'étais hospitalisé. Elle m'a jamais abandonné. Elle a toujours fait en sorte d'être à côté de moi le plus possible et de faire en sorte que j'ai une vie à peu près normale, même hospitalisée. C'est-à-dire qu'elle m'a amené beaucoup de livres, elle m'a amené même des manuels scolaires ou toutes sortes de choses en fait. Et elle me faisait travailler le plus possible. Elle essayait sur le temps où je me sentais un peu mieux de me faire lire, de me faire apprendre des choses, de me faire compter, de me faire apprendre le minimum. Mais il faut savoir que ma mère n'a pas le bac elle-même d'ailleurs, mais donc elle m'a appris selon ses connaissances. Mais j'ai jamais cessé d'essayer d'apprendre à travers ça. J'ai quelque chose qui m'a été enseigné par ma mère, qui est la curiosité, et du coup ça m'a permis de toujours être curieux et d'essayer de découvrir des choses, d'en apprendre le plus possible. C'est ce que je pense aujourd'hui qui m'a permis d'acquérir toutes ces connaissances, c'est d'être très curieux tout au long de ma vie, même dans les phases où j'étais très malade. C'est super, c'est super intéressant. C'est vrai qu'un enfant malade, on a tendance à lui apporter un nounours ou des bonbons, enfin dans ton cas pas trop les bonbons. Amenez-lui des livres, c'est la meilleure chose à faire. C'est bien d'en parler parce que on amène une Nintendo, un truc, et c'est vrai que vite fait tu aurais pu te retrouver vraiment pas arriéré parce que c'est un salbo, mais avec un manque des lacunes. Ouais, voilà, avec un manque de culture. J'ai des lacunes dans beaucoup de choses. J'ai beaucoup de mal. Je fais beaucoup de fautes à l'écrit. Je fais encore beaucoup de fautes dans les mathématiques. Ah, t'inquiète, j'ai mon bac. Tu me vois écrire. Il y a une faute à chaque mot. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est pas pour autant que certains qui ont des études ne le font pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois mes lacunes. Je vois là où est-ce que j'ai péché et je peux toujours encore travailler dessus. Hein, ça m'empêche pas d'apprendre encore aujourd'hui. Hein. Vraiment, ce que je voulais te poser comme question, c'est comment tu as pu atteindre cette maturité en fait. Comment est-ce que tu as pu devenir la personne mature que tu es? Parce que voilà, tu es jeune, mais quand tu parles, on a l'impression de parler à quelqu'un qui a vraiment un vécu et qui, tu vois, pour le coup, il a un vécu. Hein. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Qui a une maturité en fait. Ouais, c'est du vécu, bien sûr, dans tous les cas, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Je veux dire, il y a un moment où je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital, bloqué dans mon propre corps. Donc c'est, comme je dis toujours, en rigolant, hein, mais si on avait proposé de faire 10 ans de prison ou 10 ans d'hospitalisation, aujourd'hui, je signe pour la prison, hein, sans aucun problème. Bon, j'ai jamais fait de prison, il faudrait que j'en discute avec des prisonniers, mais ce que je veux dire, c'est que dans la prison, pour moi, t'es libre de ton corps. C'est déjà une grande chose. Alors qu'à l'hôpital, tu es enfermé dans ta chambre et en plus de ça, dans ton propre corps. Donc c'est compliqué quand tu n'arrives même pas à lever tes jambes d'un lit pour pouvoir te déplacer, aller dans une salle de bain ou même dans le couloir, discuter avec des gens. Tu es pris au piège dans un endroit qui est très exigu. Et c'est dans cet endroit-là où tu dois devoir travailler au fond de toi-même. Et c'est là en fait où j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses en fait. C'est en philosophant au fond de moi. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui sont malades, je pense, et qui vont au contraire mal le vivre. Et que ça va les abattre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et toi, comment tu as trouvé justement la force pour pas que ça t'abatte, pour que tu restes positif? Et justement, tu le disais aussi que tu te renseignes sur ta propre maladie pour devenir... d'ailleurs, pourquoi tu vois, en fait, si tu veux, alors pourquoi je me suis renseigné sur ça, c'est une autre question, mais en soi, je me suis toujours renseigné, comme je dis, j'ai toujours essayé d'apprendre et de découvrir des choses, parce que j'avais pas le choix, parce que j'étais prisonnier de mon corps, parce que j'étais enfermé, parce que je pouvais pas bouger un millimètre de mon corps, donc il a fallu, mon cerveau, lui, il était toujours actif, tu vois, mon cerveau, il était toujours là, il pensait, il réfléchissait, il se remettait en question, il avait des doutes, des peurs, des questions, il fallait répondre, et donc le meilleur moyen pour moi d'y répondre, c'était qu'on me
donne des informations, qu'on me donne des choses dans lesquelles je pouvais puiser. Après, il y a eu l'arrivée d'Internet un petit peu plus tard quand j'étais hospitalisé, donc j'ai pu commencer à me rentrer sur Internet depuis mon ordinateur, depuis l'hospitalisation. Et c'est là où j'ai jamais cessé de chercher, de me renseigner, d'apprendre. Donc tu as voulu prendre les choses en main en fait, concrètement. Tu as voulu prendre ton destin en main, quoi. Je pense qu'il s'est comparé à un prisonnier, mais c'est comme les prisonniers qui trouvent le temps long, qui se mettent à lire ou qui se mettent à écrire, ou que tu entends le rappeur qui a dit j'ai écrit mon album de rap, j'ai 50 000 textes parce que j'étais en prison, tu as du temps à tuer, et c'est vrai que l'esprit il est là, il est toujours aussi vif que si tu étais dehors en fait. Ouais, c'est clair. Donc en fait c'est bien de l'occuper. Si ce n'est plus que quand tu es dehors. Moi je trouve que c'est une démarche qui devrait être mise en place. Alors je sais pas si c'est mis en place dans les hôpitaux ou quoi, mais c'est vrai qu'on a toujours le truc de on ramène le clown à l'hôpital, on ramène les jouets, on ramène le truc, c'est bien. C'est bien. Mais je pense que c'est vrai qu'il faudrait ramener peut-être un truc éducatif à l'hôpital, des ordinateurs obligatoires à tous les enfants, où on les intéresse à des vidéos. Leur donner un objectif, concret. Peut-être même maintenant sur YouTube, tu sais, il y a plein de profs qui donnent des cours sur YouTube super éducatifs. Mais je crois qu'il y a des associations qui vont dans les hôpitaux. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui doivent se faire au travers de l'Internet. On a de plus en plus ces accès-là, tant mieux. Moi, je ne l'ai pas eu parce que c'était une autre époque, tout simplement. Oui, après, je pense, maintenant, 20 ans plus tard, je pense que c'est plus commun. Bien sûr, je pense aussi. Ouais. Et en fait, si tu veux, j'ai cherché à essayer de comprendre ma pathologie. Parce que comme c'est une pathologie qui n'est pas encore comprise, sur laquelle on n'a pas encore mis les mots en te disant c'est à cause de ça que tu es malade, c'est ça la cause de ta pathologie, moi je me suis posé cette question. En me posant la question simple de base, en me demandant mais pourquoi moi, tout simplement. C'est une question qu'on se pose souvent dans le cadre de ces maladies. Je pense que beaucoup de malades se la posent. Se demander, mais pourquoi moi ? Quand tu nais avec ce type de pathologie, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tu vois ? Surtout que c'est pas héréditaire, tes parents, ils avaient pas du tout de problème. Non, mais ni mon père ni ma mère n'a ce type de pathologie, ni mes grands-parents. Donc, il y avait pas, pour moi, il n'y avait pas de lien direct. Et puis, naître avec cette maladie, j'ai envie de te dire, tu finis avec un cancer de la gorge à la fin de ta vie, tu as fumé des cigarettes toute ta vie, tu sais pourquoi tu as un cancer de la gorge, tu en es conscient, tu vois. Tu finis avec un diabète, tu as mangé du sucre toute ta vie, tu sais pourquoi. Mais là, tu nais avec ce type de pathologie. Je sais pas pourquoi Pour moi, il n'y a aucune raison réelle. Je pense qu'il a fallu que tu rationalises quelque part. Exactement. Il a fallu que tu te trouves ta réponse. Ouais, mais je suis quelqu'un de très terre à terre. Parce qu'on n'a pas les mêmes types de problématiques. Moi, je suis dans ma file aux embouteillages. Je me dis pourquoi moi, je suis dans la file qui avance le moins. C'est pas la même problématique. Quoi. C'est vrai, non mais ça replace un peu les choses. Et moi aussi dans un truc beaucoup moins sérieux, c'est qu'une fois je me suis fait larguer et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Parce que la meuf n'a pas voulu me donner la réponse. C'était avant, c'était une relation d'avant. Et je me suis dit mais pourquoi elle ne veut pas de moi ? Donc j'ai dû chercher vraiment. Parce que moi je me suis dit mais attends, mais pourquoi elle me largue ? Un beau mec comme moi ? Non, je te connais. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'elle veut pas de moi en fait ? Parce qu'elle m'a dit je sais pas, machin. Donc donc j'ai dû chercher par moi-même. J'ai dû me poser toutes les questions, remettre en question. Et franchement, ça m'a apporté énormément. Parce qu'au final, en se posant des questions à soi, on trouve des réponses quand même. Tout à fait. Donc, tu vois, on est un peu dans le même débat que la dernière fois. Enfin, c'est pas un débat, mais les épreuves t'apportent. Ah oui, bah oui. T'apportes, parce que quand on voit, il s'est vachement cultivé, il connaît vachement de choses maintenant sur son sujet. Toi, pareil, cette épreuve t'a apporté. Et je pense que c'est quelque chose, entre guillemets, qui t'a rendu une meilleure personne. Parce que, on ne sait pas comment tu aurais tourné. Ouais, si tu serais multimillionnaire aujourd'hui dans un. Mais tu aurais pu aussi devenir un petit con. Bien sûr. Et franchement, c'est vrai que. Enfin, je le connaissais pas. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est vrai. Et donc, je pense que là tu es une personne quand même qui a beaucoup de recul sur tout ça. Et je trouve ça vachement beau. Moi, je trouve ça vachement bien. Ouais, J'aimerais juste savoir un truc. Je sais plus si tu as répondu à ça. Tu as commencé le cannabis pour ça ou juste comme tous les jeunes qui ont essayé? C'est une bonne question, mais elle a des bonnes questions. Mais c'est la productrice. C'est la productrice. Tu as tout à fait raison. En fait, si tu veux, j'ai commencé comme tout le monde, comme tous les jeunes, comme tu dis, tout à fait. J'ai eu le premier attrait au cannabis à 14 ans. Mais d'un côté, si tu veux, moi je dis toujours qu'il n'y a quasiment pas de consommation de cannabis qui est, comme ils disent, récréative. Pour moi, toute consommation de cannabis est plus ou moins thérapeutique ou médicale quelque part. On cherche tous à soigner quelque chose plus ou moins, que ça soit même l'ennui des fois. Mais du coup, si tu veux, quand on m'a proposé la première fois du cannabis, j'avais déjà ma pathologie, je savais déjà que fumer c'était mauvais pour la santé, mais pour autant je me suis dit tiens, pourquoi pas me détendre un peu, tu vois. C'était peut-être quelque chose qui pouvait me détendre. J'avais déjà pris beaucoup de traitements toute ma vie, beaucoup de médicaments. C'est pas une molécule de plus qui allait me faire peur, tu vois. Donc j'ai essayé pour voir les effets de détente et qui étaient connus mondialement au travers de cette plante.
Et j'y ai découvert des soulagements énormes dans le cadre de ma pathologie. Ouais. Et c'est pour ça qu'après, je m'y suis intéressé plus en profondeur pour pouvoir découvrir comment avoir les effets bénéfiques sans les effets néfastes, tout simplement. J'ai une autre question par rapport à ça. En fait, moi j'ai connu quelqu'un aussi qui a subi des traitements incroyables dans sa vie. Vraiment, vraiment beaucoup, et encore aujourd'hui, que ce soit psychotrope, je sais pas si ça se dit, qui jouait sur son humeur et qui jouait aussi sur son corps. Et il a tellement testé de médicaments qu'au bout d'un moment, il a dit, moi je m'en fous. Et il a testé toutes les drogues. Ouais. Toutes les drogues, mais les trucs, on connaît même pas les noms. Et est-ce que ça a été ton cas? Des fois, tu as voulu tester des drogues peut-être un peu plus dures ou un peu plus fortes? C'est toujours le cas même encore aujourd'hui. Je m'intéresse beaucoup aux champignons notamment. Non, mais ça peut paraître marrant parce qu'on est en France, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, les champignons sont utilisés en termes de traitement médical dans beaucoup de choses. Champignons hallucinogènes, je parle. Hein. C'est utilisé aujourd'hui, c'est même légalisé dans certains États pour pouvoir être utilisé dans le cadre de dépression, par exemple, ou des maladies psychotiques. Mais non, mais c'est vrai, ça fait encore rire en France, mais je vous assure que dans quelques années, ça sera un traitement comme un autre. Mais de toute façon, tous les traitements en France sont quand même à base d'opium et de cocaïne, de tout ça, donc c'est quand même aussi des opiacés. Complètement. Si on se renseigne vraiment sur l'histoire des drogues, c'est très intéressant d'ailleurs, on découvrira que tout à la base n'était qu'un médicament. Quand on a créé la cocaïne, en fait, on crée un médicament. Hein. Ouais. Et ensuite, on l'a interdit par la suite. Mais tout est drogue. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dises qu'il n'y a pas de cannabis récréatif. Moi, je trouve ça vrai. Parce que je parle, par exemple, dans le cadre de l'alcool. Moi, je connais plein de gens qui boivent de l'alcool, ils disent non, mais c'est juste pour m'amuser. Mais au final, tu n'arrives pas à faire ce que tu voudrais faire sans boire de l'alcool. Mais moi, je me souviens à une époque, je ne pouvais pas m'amuser, je ne pouvais pas me lâcher sans boire de l'alcool. Et au bout d'un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que je peux kiffer ma vie sans boire, tu vois? Est-ce que je peux draguer des filles sans boire de l'alcool? Et quand tu te poses cette question-là, tu vois les choses différemment. Tu te dis, peut-être que je couvre quelque chose avec l'alcool. Ou autre à la drogue. Hein. C'est un truc qu'on peut aborder, je pense, parce que toi, quelque part, peut-être tu dois avoir la haine, entre guillemets, par rapport à ça. C'est que en France, tout le monde consomme de l'alcool. Moi, c'est un truc qui me fait vachement peur. Ça peut paraître débile, mais de voir, tu sais, tu as toujours connu des gens un peu plus vieux que nous qui sont alcooliques ou qui sont dedans. Puis j'ai travaillé dans un milieu où ça boit beaucoup, donc c'est vrai que tu vois beaucoup de mecs à 40 ans divorcés, ils boivent de l'alcool dès le matin, ils te disent ouais mais je me suis réveillé à 6h du matin. Ouais mais il est 9h, tu bois quand même ton verre de vin, tu vois, t'es posé au PMU, tu bois du vin et tu fumes une clope. Et toi, tu fais quelque chose d'illégal pour ta santé, qui est bon pour ta santé apparemment, et par contre tout le monde peut boire de l'alcool, peut se mettre minable, peut avoir des cirrhoses et tout ça. Est-ce que ça te rend pas fou? Oui, bien sûr. On a un gros problème en France avec les drogues en général, en fait, avec l'aspect des drogues. Mais déjà, je vais te dire, on ne considère pas l'alcool comme une drogue. Ouais. C'est déjà un énorme problème dans notre culture française, c'est de voir le vin comme quelque chose de festif, comme quelque chose de culturel. Alors oui, certes, je suis tout à fait d'accord, on a une culture autour du vin, mais on a aussi une culture autour du chanvre et du cannabis, il faut le savoir. La France a une grosse culture autour de ça, millénaire même. Mais c'est quelque chose qui est oublié. Donc bon, on a cet attrait à l'alcool par le vin, par notre religion aussi catholique de base. Donc bon, c'est nos habitudes. Mais oui, bien entendu, ça me rend fou parce que je vois bien que ça abîme la santé des Français. Hein. L'alcool, c'est 49 000 morts par an. Pas le cannabis, quoi. Pas du tout même. Il n'y a pas de mort due au cannabis. Alors il y a certains qui vont me dire qu'il y a des morts dues à l'utilisation du cannabis sur la route, notamment. Pareil pour l'alcool. Mais pareil pour l'alcool, déjà, c'est même bien supérieur à l'alcool. Et puis il faut savoir que même juste l'utilisation du téléphone portable, c'est déjà plus dangereux que d'utiliser du cannabis sur la route. Ah ouais? Ouais. Mec, quand tu regardes ton téléphone, tu regardes pas la route. Hein. Ouais, mais quand t'es défoncé. Eh ouais, mais ça, le problème, en fait, c'est qu'on a un problème de compréhension de l'effet d'emprise. Voilà, en fait, c'est. Et puis alors, moi, c'est pas pour faire. Ça dépend de la durée. Propagande, attention, je déconseille à tout le monde de faire lui, ça. Il veut légaliser, lui. Hein. Mais généralement, quand j'étais jeune et que j'avais fumé ou que j'avais bu, je conduisais plus doucement, tu vois. Et ça dépend des personnes. Oui, non, ça c'est pas à dire. Ne faites pas ça. Non, ça c'est nul. Ça c'est nul. C'est incroyable. C'est nul. C'est nul. Hashtag Gad Elmaleh qui dit faut passer le permis bourré. Non, par contre, buvez jamais, ne conduisez jamais sous alcool. Par contre, pour ce qui est du cannabis, je vous déconseille de prendre du cannabis et de conduire un véhicule dans les 4 à 6 heures après ta consommation de cannabis. Ça, c'est la réalité scientifique. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une emprise du cannabis qui peut avoir des effets délétères sur ta conduite après l'utilisation de THC, je précise, et pendant 4 à 6 heures en fonction des personnes et en fonction du type de consommation que tu as eu et de la gestion de
de ce que tu as consommé. Mais par contre, passer 6 heures de délai, voire 8 heures pour certaines personnes, elle est très sensible s'il a pris quelque chose qui n'était pas adapté. Mais passer cet effet-là, il n'y a plus du tout d'emprise au niveau de la conduite. Et pourtant, malheureusement, sur les routes, nos tests salivaires détectent encore l'emprise, détecte encore les traces jusqu'à 3-4 jours, une semaine après. Ouais. Donc quelqu'un qui est positif au cannabis n'est pas forcément sous emprise du cannabis. C'est une grande différence à faire. Il va falloir évoluer sur ça. Mais c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où on est un peu vieille France, c'est-à-dire qu'on se dit l'alcool ça va, c'est pas de la drogue, par contre le cannabis non. Enfin bon après voilà. Moi je suis plutôt pour la légalisation dans le cadre médical en tout cas. Pas forcément que tout le monde fume dans la rue, voilà, je le dis, je m'en fous. Moi, je te répondrais. C'est un vrai débat. Ouais, moi, je te répondrais tout simplement. On a déjà 5 millions de consommateurs de cannabis. Il y a un moment, il faut arrêter cette hypocrisie que de laisser le trafic à 100% des personnes, tout simplement. Mais je pense qu'on commence à changer, surtout les hommes politiques, de vision par rapport à ça, parce qu'ils voient les États-Unis et ils voient qu'ils font des millions par rapport à ça. Ils voient que ça crée des grosses entreprises, ça crée des emplois, ça fait des taxes. Ils gagnent beaucoup d'argent sur les taxes. Donc ils se disent peut-être qu'il y aurait une manière de le mettre en place en France. Non mais tu as raison, le débat sur la légalisation du cannabis est très intéressant et il y a beaucoup de choses à dire. Moi j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je pense que dans tous les cas, de toute façon, pour en revenir au thème principal de notre vidéo, je pense que le problème doit être réglé sous un aspect de santé publique, tout simplement. C'est quelque chose qui se gère par la santé et qui n'a pas lieu d'être géré pour moi par le ministère de l'Intérieur par exemple ou par la police. C'est une question de santé, ça concerne la santé des gens, le fait de prendre des drogues c'est une question de santé. Donc on doit gérer par la santé. Il y a des personnes qui ont des problèmes à l'utilisation de cannabis, c'est une réalité. Il y a la majorité des personnes qui n'ont aucun problème à utiliser du cannabis et ces gens-là, on devrait les laisser faire et leur fournir quelque chose qui est sans danger pour eux en fait, sans grand risque pour eux. Tu vois. Est-ce que ton parcours, ton expérience t'a apporté quelque chose au niveau mental et qui te permettrait de donner des conseils à tout le monde, peu importe la personne, tu vois? Moi en général, j'ai pas de conseils réellement à donner aux gens, mais si je prends mon expérience et que je me fais un point aujourd'hui là où j'en suis, si j'ai découvert cet aspect-là de la santé, si j'ai compris la maladie comme je l'ai compris, si j'arrive à me soigner comme je me soigne, c'est parce que déjà, comme je disais tout à l'heure, j'ai été curieux, donc toujours rester curieux le plus possible. Je me suis souvent remis en question aussi. C'est-à-dire, j'ai remis en question ce qu'on me disait, ce que la science me disait même, des fois. Quand je dis la science, c'est surtout la médecine, les médecins que je côtoyais. J'ai remis en question ce qu'ils disaient. J'ai remis en question aussi moi-même, plusieurs fois, mon utilisation du cannabis en elle-même. J'ai essayé de la comprendre, de voir comment améliorer les choses. C'est toujours en perpétuelle évolution. Je suis toujours en train d'améliorer mes traitements et de faire en sorte de mieux viser les choses comme je veux le faire. Mais ouais, être curieux, être ouvert d'esprit, se remettre en question, ne pas rester figé sur ses positions, je pense que c'est les meilleures choses à faire dans la vie pour pouvoir évoluer le plus sainement possible, quoi. Et lorsqu'on a un obstacle, plutôt que de flipper, se renseigner au maximum. Plutôt que se laisser abattre, essayer d'apprendre, de découvrir les choses, d'essayer de les comprendre, d'aller chercher les informations, ne pas avoir peur même des fois, parce qu'il y a la barrière de la langue ou des choses comme ça. Ne pas avoir peur, essayer d'apprendre d'autres langues. Moi, j'ai appris l'anglais en cherchant des informations sur le cannabis pour pouvoir me soigner. C'est comme ça que j'ai appris des mots en anglais. Ça t'apporte d'autres choses à côté. Surtout être ouvert d'esprit. C'est marrant ce que tu dis parce que moi aussi, si tu veux, j'ai une phobie des avions, tu vois. Et moi, j'ai vraiment une phobie, mec. C'est abusé, genre. Vraiment, je suis pas bien dans les avions. Je crois qu'on est à côté, on est ensemble. Toi aussi? Ah, mais moi mais c'est horrible. Et genre, du coup, au bout d'un moment, j'avais tellement peur, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, en fait. J'ai commencé à regarder des interviews de pilotes, j'ai regardé un petit peu des études sur les accidents, les trucs. Et du coup, j'ai vraiment essayé de... Je pense que c'est comme ça. Quand on a un problème, je pense qu'il faut vraiment le décortiquer et apprendre à le connaître, tu vois. Si tu as peur des araignées, tu te renseignes sur le comportement des araignées. Tu te renseignes sur ce qu'elle apporte dans la société, qu'est-ce qu'elle apporte dans notre monde, dans la nature. J'ai pas du tout cette approche-là, moi. Ah ouais, tu fais quoi, toi, tu tapis ? Non, je fonce dans le tas. Ouais, c'est un peu pareil. Écoles, non, parce que vous avez une approche théorique, méthodique. Moi, j'ai un truc qui me fait peur, tu vois, je compte jusqu'à 3 et j'y vais. Ouais, non, mais ça peut marcher aussi, c'est une formule un peu plus forte. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus direct. Au final, tu l'affrontes quand même. Après ça, avec la maladie, tu peux pas trop le faire. Oui, voilà, ça dépend des parce sujets. Que quelque part, tu peux dire, je me soigne pas. Je me soigne jusqu'au bout, je fonce tête baissée. Oui, c'est vrai. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, il faut savoir aussi prendre du recul et se remettre en question. Parce que des fois, tu sais, tu peux croire que tu es en train de te soigner, que tu es en train de générer quelque chose de positif chez toi, et en fait, tu fonces dans le mur complètement. Ouais, bien sûr. Et tu te mens à toi-même. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours savoir prendre un pas en arrière quand tu fais quelque chose, réfléchir, se remettre en question. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je le fais correctement? Des fois non plus ne pas se mettre trop de doutes et essayer. Tenter des choses, essayer. C'est super intéressant parce que tout est relié parce qu'en fait je pense que l'action et la réflexion c'est deux trucs importants mais il faut pas être trop dans la réflexion
parce que sinon t'es tu figé. stagnes. Mais si t'es trop dans l'action, c'est pas bon non plus, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de. Mais dans toute chose, je pense qu'il faut un Donc, juste c'est un milieu. mélange des Hein. deux. Bah écoutez, je trouve que c'est une très bonne conclusion. Moi, je suis content Je suis très content de de cet tout ça. épisode. J'ai C'est appris super plein de choses. mec, J'ai appris plein de choses. mec, moi, je suis très content. J'aurais préféré apparaître à visage découvert et pouvoir parler avec vous librement sans avoir à me cacher de quoi que ce soit, tu vois. J'aurais préféré, j'aurais peut-être pu le faire même, mais en toute honnêteté, avec une culture, avec j'ai même de quoi transformer mon cannabis pour pouvoir en faire un médicament. Aujourd'hui, malheureusement, la loi française m'interdit de le faire. Si jamais je suis arrêté, il va falloir que je combatte la justice pour justifier tout ce que je fais. Voilà, ça coûte de l'argent, c'est compliqué, c'est un bourbier au quotidien. Je peux pas sortir dans la rue demain avec mon traitement dans ma poche. Je peux pas me balader librement en étant positif par mon traitement parce que sinon j'ai pas le droit de conduire un véhicule même 3 jours après. Je peux pas. En fait, mon traitement m'empêche d'avoir une certaine liberté de vie aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura peut-être apporté une perspective différente. Le fait d'avoir son expérience, voir ce qu'il a pu vivre. Voilà, bon, on l'a bien vu, t'as pas une vie normale. Et je pense que c'est ça aussi qui t'a rendu la personne que tu es. Et du coup, voilà, bref, vous pouvez vous en inspirer. Et je pense pas qu'on a besoin d'être malade pour apprendre de toi, je pense. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas. Et moi, j'avais un petit message à passer. C'est pour les gens qui regardent la vidéo en fait. Donc n'hésitez pas surtout à commenter en fait la vidéo parce qu'on reçoit plein de messages en DM avec Chabi qui nous disent ah super ou ah pas bien, vous auriez dû parler de ça. Franchement, parlez-en en commentaire, au moins ça crée le débat. Même nous, si vous avez un sujet, vous avez envie d'en parler, si vous nous l'envoyez en DM, peut-être qu'on n'en parlera pas, alors que s'il faut, c'est en commentaire, ça fait réagir et on sera obligé d'en parler au bout d'un moment. Et je sais qu'il y en a qui me disaient qu'ils n'ont pas de compte, mais t'as pas besoin d'avoir un compte YouTube pour mettre des commentaires, il suffit juste d'avoir un compte Gmail par exemple, d'être de login sur YouTube et tu peux mettre des commentaires. Enfin bon, voilà. Si jamais vous avez envie de mettre des commentaires. Mais ça nous aide en tout cas, petit like, un commentaire, c'est gratuit, ça prend 10 secondes. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions liées à cette pathologie, des questions liées à l'utilisation du cannabis médical, n'hésitez pas, vous pouvez les laisser en commentaire, je répondrai par le biais de Chabi ou Thibaut sur leur compte directement. Si jamais je peux leur transmettre des informations qui peuvent vous répondre à vous directement, c'est avec plaisir que je le ferai en tout cas. C'est vrai que c'est très important que tu n'hésitez dises, pas c'est vraiment. vrai que s'il y a des personnes qui ont aussi cette maladie-là et qui se posent des questions, ou tout autre, contactez-nous ou tout autre. Contactez-nous et on reviendra vers vous. La productrice, elle est satisfaite de ce... C'était un très bel épisode, merci d'être venu. Avec plaisir. C'est la première fois qu'elle est satisfaite de l'épisode. Oh là là, c'est incroyable. D'habitude, on se fait taper à la fin. Bon, c'est cool. Bon, merci à tous. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour un débat sur le sexe, je crois. Je crois que c'est ça. C'est... Il y en a des choses à dire aussi. Il y en a des choses à dire. Et à la prochaine. Salut. Salut.